Le téléphone sonna dans la nuit parisienne. Un cri strident qui déchira le silence de l'appartement haussmannien. Sophie, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, sentit son cœur s'emballer comme si une bombe avait explosé dans sa poitrine. Elle attrapa l'appareil d'une main tremblante, c'était l'hôpital. Sa fiancée venait d'avoir un accident grave. Et au milieu de la panique, une voix familière du passé murmura à l'autre bout du fil, « Sophie, c'est moi. Émilie. Je suis là pour toi. » Sophie raccrocha. Le souffle court. Les souvenirs affluent comme une marée incontrôlable. Émilie. Son premier amour. Celle qu'elle avait abandonnée 5 ans plus tôt sous la pression de sa famille conservatrice. Les Moreau, une lignée d'avocats et de politiciens, n'auraient jamais toléré une relation lesbienne, ils l'avaient forcée à choisir, la respectabilité ou l'exil. Sophie avait opté pour la première, épousant presque les attentes sociales en se fiançant à Julien. Un homme charmant mais fade, qui représentait tout ce que sa mère désirait, stabilité, enfant, une vie sans scandale. Mais maintenant, avec Julien à l'hôpital après un accident de voiture ivre au volant, apprit-elle plus tard, Émilie réapparaissait comme un fantôme. Sophie se leva, enfila un manteau sur sa chemise de nuit, et se précipita dehors. Les rues de Paris étaient humides sous une pluie fine, les lumières des lampadaires se reflétant sur les pavés comme des larmes oubliées. Elle prit un taxi pour l'hôpital Saint-Louis, le cœur battant à l'idée de revoir Émilie. Pourquoi était-elle là? Comment avait-elle su? À l'arrivée, l'air aseptisé des urgences l'assaillit. Julien était en salle d'opération, inconscient, avec des blessures internes. Sa mère, Madame Moreau, était déjà là. Le visage pincé, accusant Sophie du regard, « Tu aurais dû l'empêcher de boire autant ce soir. C'est ta responsabilité en tant que future épouse. » Sophie hocha la tête mécaniquement. Mais son esprit était ailleurs. Dans le couloir, adossée au mur, Émilie l'attendait, plus belle que dans ses souvenirs, avec ses cheveux châtains coupés courts et ses yeux verts perçants qui semblaient lire en elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura Sophie. La voix brisée. Émilie s'approcha. Son parfum de jasmin envahissant l'espace. « Julien m'a appelé. Il savait. Pour nous. Il voulait que je vienne si quelque chose lui arrivait. » Sophie recula. Choquée. Julien savait? Depuis quand? La trahison la frappa comme un coup de poignard. Leur relation, construite sur des mensonges, s'effritait déjà. Émilie posa une main sur son bras. Un geste tendre qui raviva des flammes éteintes. Il m'a dit que tu n'étais pas heureuse. Que tu vivais pour plaire aux autres. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Elle pensa à sa famille, son père, député conservateur, qui avait menacé de la déshériter si elle déviait, sa mère, qui organisait déjà le mariage avec Julien comme un événement social. Et maintenant, cet accident forçait une confrontation. Sophie s'assit sur un banc, la tête entre les mains. Émilie s'installa à côté d'elle, sans un mot. Mais sa présence était un ancrage dans la tempête. Les heures passèrent. Les médecins annoncèrent que Julien survivrait, mais avec des séquelles. Madame Moreau insista pour que Sophie reste au chevet de son fiancé. Mais Sophie déclina, prétextant un malaise. Elle suivit Émilie dehors, sous la pluie qui redoublait. « Pourquoi es-tu revenue ?» demanda-t-elle enfin. Émilie se tourna vers elle, les yeux brillants. « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et parce que je sais que toi non plus. » Sophie sentit son monde basculer. Rentrer chez elle signifiait affronter Julien,
Sa famille. La société parisienne qui murmurait déjà sur les « déviances modernes ». Mais suivre Émilie ouvrait la porte à un amour interdit. Avec toutes les conséquences, rejet, solitude, peut-être même la perte de son emploi chez le cabinet d'avocat familial. Elle hésita. Le cœur déchiré entre devoir et désir. Le lendemain matin, Sophie se réveilla chez Émilie. Dans un petit appartement du Marais, entourée de livres et de toiles abstraites. Elle n'avait rien fait d'autre que parler toute la nuit, revivant leurs souvenirs d'étudiante à la Sorbonne, où leur amour avait fleuri en secret. Mais au lever du soleil, la réalité frappa, des appels manqués de sa mère, des messages inquiets de collègues. Sophie bloqua son téléphone. Mais le doute s'insinua. Était-ce une erreur? Julien avait-il vraiment su pour elle? Et si c'était un piège pour la tester? Émilie prépara du café, son calme contrastant avec l'agitation de Sophie. Tu dois décider. Sophie. Vivre pour eux ou pour toi? Sophie pensa à son enfance. Élevée dans une maison où l'apparence primait surtout. Son coming out avorté à 20 ans avait été étouffé par des menaces voilées. Maintenant, à 28 ans, elle était piégée dans un rôle qu'elle détestait. Un coup à la porte les interrompit. C'était un coursier avec une lettre de Julien, je sais tout. Pars si tu veux. Mais sache que ta famille ne te le pardonnera pas. Sophie lut les mots. Le sang se glaçant. Julien n'était pas la victime innocente, il avait orchestré cela pour la forcer à choisir. Peut-être par jalousie ou par calcul. La confrontation avec sa famille était inévitable. Sophie décida d'y aller seule, laissant Émilie derrière avec une promesse, je reviens vite. Chez les Moreau. Dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, l'atmosphère était lourde. Son père l'attendait. Les journaux du matin étalés. Avec un article sur un scandale politique impliquant un député gay. Tu sais ce que ça coûte? Sophie. Ne nous fais pas ça. Elle avoua tout, l'amour pour Émilie. Le mensonge avec Julien. Les cris fusèrent. Les accusations de trahison. Sa mère pleura. Invoquant la tradition. La religion. Pense à tes futurs enfants. Sophie tint bon. Mais le prix était élevé, déshéritée. Exclue. Elle quitta la maison. Le cœur brisé. Mais libre pour la première fois. De retour chez Émilie. Elles s'embrassèrent enfin. Un baiser chargé d'années perdues. Mais Sophie savait que ce n'était que le début des épreuves. La société parisienne, avec ses ragots et ses jugements, les guettait. Et Julien? Allait-il se venger? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions hâtives et de regrets naissants. Sophie déménagea chez Émilie, abandonnant son appartement bourgeois pour ce nid bohème du Marais. Les cartons s'empilaient, symbole d'une vie déconstruite. Au bureau, les collègues murmuraient, elle a quitté Julien après l'accident? Quelle ingrate! Sophie ignora les regards, se concentrant sur ses dossiers. Mais l'angoisse la rongeait. Était-ce la bonne choix? L'amour valait-il la perte de tout? Émilie, graphiste indépendante, offrait un soutien inconditionnel. Elle passait les soirées à cuisiner, à rire de souvenirs. Mais les ombres planaient. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Émilie confia, « J'ai eu d'autres relations après toi. Mais rien de comparable. Tu m'as brisé quand tu es partie. » Sophie s'arrêta. Coupable. Elle avait choisi la facilité, blessant Émilie profondément. « Je le regrette chaque jour » murmura-t-elle. La tension monta quand Julien sortit de l'hôpital. Il appela Sophie.
La voix faible mais acerbe, tu crois que c'est fini? Ta famille me soutient. Ils veulent que je porte plainte pour abandon. Sophie raccrocha. Paniquée. Était-ce possible? En France. Les fiançailles n'avaient pas de valeur légale? Mais le scandale pouvait ruiner sa carrière. Elle consulta un avocat ami, qui confirma, pas de risque légal. Mais socialement, c'était un suicide. Sa mère tenta une réconciliation, invitant Sophie à un déjeuner familial. Assise à la table en acajou, entourée de portraits d'ancêtres, Sophie affronta les regards hostiles. Reviens à la raison, ma fille. Émilie n'est qu'une phase. Sophie explosa, ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. Le silence tomba, lourd comme du plomb. Son père intervint, si tu persistes, tu n'es plus des nôtres. Sophie partit. Les larmes aux yeux, mais une force nouvelle en elle. Émilie l'attendait avec un dîner aux chandelles. Tu as été courageuse, dit-elle. Elles parlèrent tard, explorant leur peur, la société française, encore imprégnée de conservatisme malgré les lois progressistes, les jugerait. Les amis communs prenaient parti pour Julien, accusant Sophie d'égoïsme. Une amie d'enfance envoya un message, « Comment as-tu pu lui faire ça après l'accident? Tu es monstrueuse. » La trahison culmina lors d'une soirée chez des amis mutuels. Sophie et Émilie y allèrent, main dans la main, défiant les regards. Julien était là, en fauteuil roulant, jouant la victime. Sophie m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin d'elle, lança-t-il. Les murmures s'amplifièrent. Sophie riposta, tu savais pour Émilie et moi. Tu m'as piégée dans ce mensonge. Le chaos éclata, accusation, cris. Elles partirent, humiliées. Seule dans la nuit. Émilie serra Sophie, on s'en sortira. Mais le doute s'installa. Sophie rêvait de sa famille, de l'approbation perdue. Émilie, sentant la distance, proposa une pause, si tu regrettes, dis-le. Sophie nia. Mais intérieurement, le conflit rageait. Choisir l'amour signifiait sacrifier la sécurité, choisir la norme. Trahir soi-même. Un appel anonyme changea tout, une menace de outing public par un collègue. Sophie paniqua. Imaginant les titres, fille de député dans un scandale lesbien. Elle confronta son père, qui nia toute implication. Mais ses yeux le trahissaient. C'est pour ton bien? Murmura-t-il. Émilie, furieuse, voulait contre-attaquer, allons voir la presse. Racontons notre histoire. Sophie hésita, craignant l'escalade. Elles décidèrent d'attendre, mais la pression montait. Sophie perdit un client important au travail. Prétexte fallacieux masquant la discrimination. Lesbienne? Pas bon pour l'image du cabinet. Les nuits devinrent agitées. Sophie se réveillait en sueur, hantée par des visions de rejet. Émilie la consolait. Mais ses propres blessures ressurgissaient, abandonnées autrefois. Elle craignait que Sophie ne craque à nouveau. Une dispute éclata, « Tu vas me quitter encore pour eux » cria Émilie. Sophie pleura, « Je ne sais plus ». Le point de non-retour arriva avec une invitation à un mariage familial. Sophie y alla seule, espérant une trêve. Là, sa cousine, Openligé, l'a pris à part, « Bats-toi. Sophie. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté. » Inspirée, Sophie rentra déterminée. Mais en ouvrant la porte, elle trouva Émilie en pleurs,
Une valise à la main. Je ne peux plus attendre que tu choisisses. Sophie la retint, avouant ses peurs. Elles se réconcilièrent. Mais le mal était fait. La confiance ébranlée. Elle savait que la route serait longue. Les semaines suivantes furent marquées par une fragile reconstruction. Sophie et Émilie cherchèrent du soutien auprès d'associations LGBT à Paris, comme SOS Homophobie. Lors d'une réunion, elles partagèrent leur histoire, trouvant écho chez d'autres femmes luttant contre les mêmes démons, familles traditionnalistes, collègues hostiles, société hypocrite. Une femme plus âgée raconta son divorce forcé pour un amour lesbien, perdant la garde de ses enfants. Sophie frissonna, réalisant les enjeux. Au travail, la discrimination s'intensifia. Son patron la relégua à des tâches mineures. Murmurant, « Ton mode de vie perturbe l'équipe. » Sophie envisagea de démissionner. Mais Émilie l'encouragea, « Porte plainte. Montre-leur que tu ne te caches plus. » Sophie hésita, craignant la publicité. Mais le feu intérieur grandissait. Elle contacta un avocat spécialisé en droit LGBT, lançant une procédure pour harcèlement. La nouvelle se répandit. Les médias s'emparèrent de l'affaire, avocate lesbienne accuse son cabinet de discrimination. Sophie devint un symbole malgré elle. Interviewée par Le Monde. Son père, furieux, l'appela, « Tu salis notre nom. » Elle riposta, « C'est vous qui m'avez forcé à mentir. » Émilie, à ses côtés, affrontait ses propres démons. Son ex, une femme jalouse, refit surface. Répandant des rumeurs, Émilie a brisé le couple de Sophie et Julien. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des commentaires haineux. Émilie craqua un soir, « Peut-être qu'on devrait arrêter. Je t'apporte que des problèmes. » Sophie la serra, « Non. On se bat ensemble. » Un twist inattendu, Julien contacta Sophie, avouant sa part de responsabilité. « J'étais jaloux. Mais je voyais ton malheur. Je t'ai appelé Émilie pour te forcer à affronter la vérité. » Sophie fut stupéfaite. Était-ce de la manipulation ou de la compassion? Elle accepta de le rencontrer à l'hôpital. Là, en fauteuil, il s'excusa, part avec elle. Je signe les papiers pour annuler tout. Mais en sortant, Sophie apprit par un ami que Julien avait été payé par son père pour la surveiller. Trahison sur trahison. Furieuse, elle confronta sa famille lors d'un dîner tendu. Vous avez engagé Julien pour m'espionner? Son père nia. Mais sa mère craqua, c'était pour te protéger. Sophie partit, coupant les ponts définitivement. Avec Émilie, elles décidèrent de déménager à Lyon pour un nouveau départ. Mais avant, une manifestation LGBT à Paris les unit. Marchant main dans la main, sous les arcs-en-ciel, Sophie sentit une libération. Pourtant, un appel anonyme menaça, « Attention. On sait où vous vivez. » La peur s'installa. Émilie proposa de porter plainte. Mais Sophie, paranoïaque, suspecta tout le monde. Une nuit, des œufs furent jetés sur leurs fenêtres. Avec un mot, dégénéré. Émilie tremblait, se rappelant des agressions passées. Sophie la protégea. Mais intérieurement, elle doutait, valait-il la peine de risquer leur sécurité pour cet amour? Le climax approcha avec le procès contre le cabinet. Sophie témoigna, exposant les discriminations subtiles, promotion refusée, blagues homophobes. Émilie était au premier rang. Fière. Le verdict, victoire partielle. Indemnité. Mais pas de réintégration.
Sophie démissionna, cherchant un nouveau job dans un cabinet progressiste. Mais la victoire fut amère. Sa santé déclina sous le stress, insomnie, anxiété. Émilie la soutint. Mais ses propres contrats diminuaient. Clients fuyant la controverse. Elles se disputèrent sur l'argent, on aurait dû rester discrète, cria Sophie. Émilie répliqua, et vivre dans le mensonge? Une réconciliation vint lors d'un week-end à la campagne. Isolées, elles redécouvrirent leur connexion. Parlant de rêves futurs, mariage, adoption. Mais le retour à Paris apporta une nouvelle bombe, un article accusant Sophie d'avoir causé l'accident de Julien par négligence émotionnelle. Faux. Mais dévastateur. Émilie, loyale, défendit Sophie en ligne. Mais cela attira plus de haine. Sophie craqua, peut-être que ma famille avait raison. Émilie, blessée, partie chez une amie. Seule, Sophie affronta ses démons, réalisant que l'amour exigeait sacrifice. Mais pas autodestruction. La séparation temporaire fut un électrochoc. Sophie, seule dans l'appartement vide, relut d'anciennes lettres d'Émilie, rappelant leur passion juvénile. Elle appela. Suppliante, reviens. Je ne peux pas sans toi. Émilie revint. Mais avec des conditions, thérapie de couple pour gérer les traumas. Elles commencèrent des séances chez une psychologue spécialisée en LGBT. Là, Sophie déversa ses conflits, l'éducation rigide, la peur du rejet, les choix moraux déchirants. Ai-je trahi Julien? Ma famille? La psy répondit, vous vous êtes trahi vous-même en niant votre identité. Émilie partagea ses blessures d'abandon, forgeant une compréhension mutuelle. Pendant ce temps, la société évoluait autour d'elle. Un mouvement MeToo gagnait du terrain, exposant discrimination. Sophie s'impliqua, donnant des conférences. Cela attira l'attention positive, mais aussi des menaces. Un soir, en rentrant d'un événement, elles furent suivies. Paniquées, elles appelèrent la police, qui minimisa, probablement rien. Le danger culmina lors d'une confrontation avec le père de Sophie. Il apparut à leur porte, vieilli, suppliant, reviens. Ta mère est malade. Sophie hésita, sentant la manipulation. Émilie intervint, seulement si vous acceptez qui elle est. Le père refusa, partant furieux. Plus tard, Sophie apprit que sa mère avait un cancer. Information cachée pour la culpabiliser. Déchirée, Sophie visita l'hôpital en secret. Sa mère, faible, murmura, je t'aime, mais je ne comprends pas. Sophie pleura, essayez. Maman. Une fragile trêve naquit. Mais le père bloqua tout. Émilie, jalouse de cette reconnexion, s'éloigna émotionnellement. Une amie commune, secrètement amoureuse d'Émilie, profita de la brèche, semant le doute. Sophie découvrit des messages ambigus, accusant Émilie de flirt. La dispute fut violente, tu me trahis? Émilie nia, c'est toi qui retournes vers ta famille. La confiance brisée. Elles se séparèrent à nouveau. Sophie erra Paris, réfléchissant au choix, amour vs. famille. Authenticité vs. sécurité. Elle rencontra Julien. Guéri mais amer. J'ai payé le prix pour ton mensonge, dit-il. Sophie s'excusa, réalisant que chacun portait des cicatrices. Inspirée, elle écrivit une lettre ouverte dans un blog LGBT.
exposant son histoire. Cela viralisa, apportant soutien mondial. Émilie l'a lu. Revenant en larmes, je suis fière de toi. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais un ultime test, le mariage d'une cousine, où la famille invita Sophie seule. Elle refusa, exigeant Émilie. Ignorée. Elles organisèrent leur propre cérémonie symbolique avec des amis, affirmant leur amour. Pourtant, les ombres persistaient. Sophie perdit un emploi potentiel à cause de son activisme. Émilie luttait avec la dépression. Elle se soutenait. Mais le prix était élevé, isolation, fatigue émotionnelle. Un soir, lors d'une manifestation contre l'homophobie, une agression verbale dégénéra. Émilie fut poussée, blessée légèrement. Sophie, furieuse, porta plainte, devenant une figure publique. Cela attira des alliés, mais aussi des ennemis. Le point culminant, une offre d'emploi à Berlin pour Sophie, dans un cabinet inclusif. Émilie encouragea, allons-y ensemble. Mais déménager signifiait abandonner la lutte en France, trahir ceux qui comptaient sur elle. Sophie choisit de rester, priorisant l'impact social. Émilie accepta, solidifiant leurs liens. Les mois suivants consolidèrent leur résilience. Sophie fonda une association d'aide aux femmes LGBT victimes de discrimination familiale, canalisant sa douleur en action. Émilie la soutint, créant des visuels pour les campagnes. Ensemble, elles affrontèrent les tempêtes, procès gagnés, amis perdus, famille distante. Un jour, la mère de Sophie appela. Affaiblie par la maladie, vient avec Émilie. Une réunion émouvante suivit, où des excuses furent murmurées, des ponts reconstruits partiellement. Le père resta distant, mais c'était un début. Julien, rétabli, trouva l'amour ailleurs, souhaitant le bonheur à Sophie. Les trahisons passées s'estompèrent, laissant place à la guérison. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Sophie se questionnait, avait-elle sacrifié trop? Émilie doutait parfois, valait-il la peine de revivre les blessures? Mais leur amour, forgé dans le feu, tenait bon. Lors d'une conférence, Sophie raconta leur histoire, inspirant des centaines. Émilie, à ses côtés, rayonnait. Elles rentrèrent, épuisées mais unies. La vie continua. Avec ses hauts et bas, adoption envisagée, voyage, moments intimes. Mais toujours, l'ombre de la société, loi progressiste masquant préjugés tenaces. À la fin, Sophie se regarda dans le miroir, voyant une femme transformée, de la peur à la force, du mensonge à la vérité. Et vous, lecteur, pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour authentique est un choix moralement juste? Ou une trahison impardonnable?